dans la filière Tête Cou et en collaboration avec Béatrice de Revier, on a voulu vous proposer ce webinaire d'une part parce que cet outil nous semble super intéressant, notamment pour nos petits patients, mais pas que, hein, plus largement. Et parce qu'on a déjà eu des remontées d'associations et de professionnels de la filière qui étaient intéressés pour les mettre en place. Alors, Béatrice de Revier, qu'on remercie beaucoup d'avoir accepté l'exercice, est médecin. Elle est spécialisée en thérapie comportementale. Elle travaille depuis de très longues années auprès d'enfants, mais également d'adultes, avec une différence corporelle visible, pour les accompagner au mieux et développer des outils pour améliorer leur estime d'eux-mêmes, mais surtout leur apprendre à gérer la curiosité, enfin, de leurs petits camarades ou de leurs grands camarades ou des personnes qu'ils peuvent rencontrer ailleurs dans leur vie sociale et qui peut handicaper, même si le terme handicap n'est pas très joli, mais disons, voilà, qui peut être source d'une grande anxiété. Et après différents formats, elle a développé ces ateliers qu'elle a appelés Action, qui nous ont semblé, nous, dans l'équipe de la filière, particulièrement intéressants. Bah, d'une part, parce qu'ils sont très aboutis et découlent de nombreuses années d'expérience de Béatrice, mais aussi parce que ce sont des formats relativement courts, hein, qui peuvent être plus facilement euh, être mis en place, hein, dans les centres, sans développer de gros programmes d'ETP. Voilà. Je vais laisser Béatrice vous présenter le programme. Je vous propose de poser vos questions dans le chat et puis on développera, on reviendra au fur et à mesure que vous les avez et puis on reviendra avec Béatrice sur toutes ces questions à la fin du webinaire. On a prévu un temps pour ça. Béatrice, je vous laisse la parole. Oui, merci Myriam. Bonjour à tous. Merci infiniment à la filière de me donner l'opportunité de vous présenter cet atelier action. Je suis vraiment très heureuse. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, qu'il puisse se développer et que de nombreuses personnes concernées par la différence visible puissent accéder à ces ateliers, à un certain nombre de stratégies sur lesquelles je travaille depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Alors, pour compléter ma présentation, donc en effet, comme dit Myriam, je suis médecin, j'anime des ateliers d'éducation thérapeutique. Alors, j'ai commencé chez Isabelle James à Lyon. Voilà. Après, j'ai passé la main à son équipe parce que l'objectif c'était aussi que les équipes puissent s'emparer du programme. Et maintenant, je développe ce programme au niveau de la neurofibromatose sur le service de Lyon avec le docteur Amini. Et voilà. Et donc, ça m'a permis de vraiment aboutir ce programme. Comme disait Myriam, je pense que c'est un programme qui a l'avantage d'être relativement facile à mettre en place et c'est finalement dans les thérapies comportementales et cognitives, je suis psychothérapeute en thérapie comportementale et cognitive, on parle d'habileté sociale ou de compétences psychosociales, on en parle beaucoup actuellement. Et l'idée ici, c'est de vous expliquer un petit peu comment est-ce que se déroule cet atelier. Alors, c'est un atelier qui est clé en main, qui est facile à mettre en œuvre et qui est facile à animer. Vous allez voir que tous les outils facilitent grandement l'animation et la progression dans le programme. Il est ludique, ça c'est très important. Là, le programme que je vais vous présenter, c'est le programme pour les enfants de 7 à peu près à 11-12 ans. Mais il existe maintenant un programme également pour les adolescents et les jeunes adultes. Et puis également, ce programme, il suffit de l'adapter. Je l'ai utilisé chez des enfants plus jeunes. Et donc voilà, il est ludique, il est flexible, il est efficace et il est flexible. Flexible pourquoi? Parce que, eh bien, vous allez voir, il y a la possibilité d'avoir différents chemins
ce qu'on appelle des extensions dans un jeu, qui vous permet de vous appesantir plus sur une notion. Si à partir du BEP que vous avez réalisé, donc du bilan, pré, séance, d'éducation thérapeutique, vous avez identifié que, il faut que vous appesantissiez plus avec ce groupe d'enfants sur tel ou tel aspect. Voilà. Alors, pourquoi cet atelier? Eh bien, en fait, il est né, de ce constat. C'est James Patridge, je ne sais pas si vous connaissez. James Patridge, c'est quelqu'un qui a fait énormément, progresser la compréhension des implications psychologiques des différences visibles. C'est le fondateur de l'association Changing Faces, qui est une association qui existe depuis plus d'une trentaine d'années et en Angleterre et qui a développé énormément d'outils extrêmement intéressants. James Patridge, et comme vous le voyez, il a eu un accident de la route, je crois que c'était dans les années 80, et, euh, et donc son expérience a fait qu'il s'est rendu compte que il a changé finalement un petit peu l'angle de vue. Avant James Patridge, on se disait qu'il fallait améliorer l'apparence physique pour faciliter la socialisation de ces personnes atteintes. Et finalement, lui, il s'est dit, ben, en fait, non, je m'aperçois que si je me socialise avec succès et plus souvent, alors je me sentirai mieux vis-à-vis de mon apparence. Et en fait, ben, je crois que vu sous cet angle, ça nous donne en effet certaines perspectives et vraiment l'atelier et s'est appuyé sur ce constat-là de James Patridge. Alors, le problème que l'on a dans la différence visible, c'est qu'on a un paramètre qui est incontrôlable. C'est ce qu'on appelle ce fameux regard de l'autre. Mais si on regarde l'autre, c'est très vague, c'est compliqué à arriver à vraiment comprendre. Si en revanche vous comprenez que c'est finalement la curiosité des autres, et bien là ça nous ouvre un champ de perspective qui est assez intéressant et sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui m'a finalement été une sorte de déclic. Alors, pourquoi cet atelier toujours? Eh bien, en fait, face à chaque type de curiosité, est-ce qu'il n'existerait pas une stratégie qu'on pourrait donner aux enfants? Il est évident qu'on ne va pas se comporter de la même façon face à tous les types de curiosités. Mais pour cela, il faut avoir identifié quel type de curiosité, à quel type de curiosité je suis confrontée. La première curiosité, c'est la curiosité qui est une curiosité naturelle et donc l'enfant doit être en capacité de guider une curiosité naturelle pour pouvoir, eh bien, se lancer dans des relations, plus prolongées avec les personnes qui font l'objet de cette cu qui sont à l'origine de cette curiosité naturelle. Il va être confronté également à une curiosité intrusive. Vous savez, cette curiosité, insistante, pas forcément malveillante à la base, mais qui n'a pas les codes et qui voilà, qui ne sait pas s'arrêter. Et là, il doit apprendre à contenir une curiosité intrusive. Et enfin, bien sûr, il doit apprendre à contrer une curiosité malveillante. Et au cours de cet atelier, on va lui apprendre ces différentes étapes au moyen ben, de boucliers, de bouées. Et ça me paraît essentiel. Alors, pour qui ces ateliers? En fait, ce sont des ateliers alors là, j'ai animé des ateliers, mais j'ai même commencé avec des enfants qui avaient moins de 5 ans avec des réponses, qui ont été particulièrement percutantes et ça m'a beaucoup touchée. Là, actuellement, je travaille plus avec des enfants de 7 et jusqu'à 20 ans, puisque c'est ce qui m'est arrivé le week-end dernier. Et j'ai animé un groupe, un atelier avec des jeunes qui avaient de 11 à 20 ans. Et ça a été un moment assez exceptionnel et qui m'a beaucoup marqué. Donc, ce sont des enfants de 7 à 20 ans qui présentent une différence visible. En général, je fais des ateliers de 4 enfants. Ça me paraît être le bon nombre. Et en revanche, il faut une certaine homogénéité a priori dans le groupe que vous constituez. Bien que, ben, en effet, le week-end dernier, j'ai eu un delta d'âge assez conséquent puisque j'avais des enfants de 11 à 20 ans et en plus j'en avais 17 en même temps. Je pense que leur âge a permis que l'atelier s'est très très bien déroulé avec une très très bonne dynamique. Donc voilà, mais pour être plus confortable, je pense que 4 enfants dans l'atelier du même âge, en général
entre la différence d'âge, moi je fais des ateliers, ils ont un, ou, enfin, un an et demi, 2 ans maximum de différence d'âge. Cet atelier, il s'adresse également aux fratries, parce que les fratries, il ne faut pas les oublier sur ce sujet de la différence visible de leurs frères ou de leurs sœurs. Ils sont également concernés et ils ont besoin également d'avoir des outils pour savoir se positionner correctement en termes de communication face à cette différence visible. Et bien évidemment, les parents, on ne les oublie pas, d'abord parce que ce sont les premiers remparts de l'enfant vis-à-vis du monde, donc c'est eux qui s'y sont frottés dès le départ, c'est intéressant également d'être totalement en cohérence entre les outils qu'on transmet aux enfants, ce qui se passe à la maison et que ça puisse être pérennisé dans le temps parce que vous savez qu'un enfant apprend beaucoup en regardant ses parents. Donc on leur donne également les clés et donc je fais toujours un atelier. Après l'atelier des enfants, il y a un temps réservé aux parents où je leur explique ce qu'on a fait, comment on a travaillé. C'est également un moment, alors c'est jamais en présence des enfants et c'est également un moment où les parents peuvent eh bien, se livrer sur cette question-là qui est assez c'est vrai, assez compliqué et pour lequel ils sont très demandeurs d'outils. Alors comment est-ce que je fonctionne? Alors là, c'est l'atelier, je vais vous présenter l'atelier pour globalement les 7-11 ans, il faut quand même qu'ils maîtrisent un peu le langage écrit. J'ai créé un escape game parce qu'il faut être ludique, on n'est pas à l'école, et ça, c'est très, très important. Il faut que ce soit ludique, dynamique, avec des activités qui changent régulièrement pour pas se lasser, parce que c'est des ateliers qui durent globalement 1 heure et demie, 2 heures. Idéalement, c'est d'avoir 2 séances, donc c'est quand même pas trop lourd à mettre en œuvre, mais il m'arrive souvent de faire une seule séance avec un rappel et une distribution, vous verrez, d'un livret de compétences pour que les parents puissent prolonger. Et puis, il y a un bilan à 1 an. Alors l'escape game, il est basé sur 5 clés à trouver pour franchir 5 portes. Alors chacune de ces portes va correspondre à une mission bien précise à remplir et donc une notion à assimiler. La première porte, ça va être cette porte sur la c'est important. Alors vous avez peut-être trouvé que le thème est bateau, mais en fait comprendre la diversité, comprendre la nécessité, de cette diversité pour le monde, c'est assez intéressant et important pour les enfants parce que ça leur permet également, un petit peu de se positionner, de savoir que, tout le monde a sa place et son rôle et qu'on vit tous on a tous des chemins différents et que c'est toujours très intéressant de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Donc ça, c'est la première porte qu'on va franchir avec les enfants. La deuxième porte, on ne peut pas faire l'économie de travailler un petit peu sur les émotions pour comprendre que les émotions sont un moyen d'exprimer nos besoins, de nous faire comprendre nos besoins, mais également de les exprimer. Le tout étant de ne pas se laisser déborder par ces émotions et comment est-ce que je fais pour que ce ne soient pas les émotions qui guident toute ma vie. Donc là, on a ce temps sur cette porte-là. Alors, en fonction du BEP, je passe plus ou moins de temps sur cette porte quand je sens qu'il y a des enfants qui sont en difficulté avec la gestion de leurs émotions. C'est tout l'intérêt d'avoir justement des extensions qui me permettent une certaine flexibilité également dans cet atelier. La porte numéro 3, ça va être, de comprendre, de faire, identifier aux enfants qu'on a différents comportements à notre disposition et qu'on doit tendre vers un comportement affirmé, encore faut-il, l'avoir identifié. Et bien sûr, on a également un langage corporel qui va nous permettre de nous adapter à chacune de ces situations. Donc on va travailler au travers de cette porte sur ces différentes notions et leur faire, acquérir un certain nombre de connaissances dans ce domaine. Enfin, on arrive à la porte numéro 4 qui est le cœur de notre sujet, qui est que j'ai intitulé Une histoire de curiosité. Cette porte va nous permettre d'apprendre à identifier les 3 types de curiosité face auxquelles je peux être confrontée. La curiosité naturelle, la curiosité intrusive ou la curiosité malveillante. Et bien évidemment, la porte la plus importante sur laquelle il faut prendre un certain temps, et cette fameuse porte 5 qui va nous permettre de faire face avec nos boucliers et nos bouées à ces 3 types de curiosité. Mais avant de pouvoir
faire face, il faut être certain que l'enfant est capable de bien les identifier. Parce que souvent, on sait que quand un enfant ou une personne adulte a vécu une situation douloureuse dans cette exposition, eh bien, il a tendance à identifier uniquement des curiosités malveillantes et il va avoir un comportement qui fait que ça va aggraver le problème. Donc c'est vraiment important, la porte 4 est essentielle et la porte 5, bien évidemment, c'est la même chose. Alors comment est-ce que j'anime? Je m'appuie sur des dominos qui vont me permettre de guider la progression et ça pour moi, je trouve que c'est très facile parce que, je n'ai plus à les choses s'enchaînent de façon tout à fait naturelle par le jeu. Les enfants ont les dominos, rajoutent les dominos et sur chaque domino, on va voir, la mission déjà au début, là, je vous ai mis la porte 5. On a une mission à remplir, pour franchir la porte, donc on commence par lire un peu la mission qui nous attend dans cette porte. Puis, on s'appuie tout l'atelier s'appuie sur un fil conducteur qui doit être cohérent et ça c'est très important avec les enfants parce qu'ils vous ratent pas si votre fil ne tient pas la route, voilà. Mais enfin là, il est largement éprouvé puisque ça fait une dizaine d'années que ça fonctionne comme ça. Et donc, je m'appuie sur ce fil conducteur pour animer l'atelier. Donc, on a également, les parties théoriques parce que l'objectif de l'atelier, c'est de leur apprendre quand même, des notions et des techniques et donc, on les fiches théoriques s'intègrent tout à fait naturellement dans le jeu et c'est assez pratique et les enfants, justement apprécient ces moments théoriques, pour les aider à, relever le défi, qu'ils ont à relever lors de cette porte. Alors, on fonctionne après avec, des systèmes de quiz avec des buzzers, pour assimiler les notions par le jeu et alors ça fonctionne vraiment extrêmement bien, ça met une super ambiance, et en même temps, les enfants, assimilent les notions qu'on a essayé de leur transmettre par le jeu. On a donc, des là, vous voyez sur ce domino, on a des consignes de jeu, donc on a des cartes consignes de jeu qui nous guident, donc tout est déjà préétabli. Et enfin, bien sûr, à la fin, il faut passer par le jeu de rôle, illustrant les situations concrètes et c'est un moment, que les enfants aiment beaucoup. Et comme tout a été préparé, qu'on leur a donné un petit peu toutes les clés, les outils, et bien, en fait, ces jeux sont extrêmement, efficaces, intéressants et assez amusants également. Sur un sujet qui pourrait être compliqué et lourd, mais ce n'est pas du tout le cas. Pour mettre donc voilà. Enfin, les enfants, ils fonctionnent avec les récompenses, ça on sait, qui sont des renforcements, très, très importants. Donc moi je fonctionne avec des petits coffres au trésor, qu'ils vont remplir au fur et à mesure de leurs différents défis et qui vont se remplir au fil du jeu. Donc les activités s'enchaînent et varient, de façon, pour maintenir l'attention. Ceci dit, il faut rester très simple les consignes de jeu, pour que les enfants, captent et soient capables de voilà, que ça remplisse son effet. Donc on a des activités qui s'enchaînent et qui varient pour maintenir l'attention et enfin, on arrive à la fin, de la porte où on va gagner la fameuse clé qui va nous permettre d'ouvrir et de passer à la suite. Voilà et en fait, cette clé va nous permettre d'accéder à une petite synthèse qui va reprendre un petit peu toutes les notions qu'on aura découvertes au cours de la porte travaillée. Je m'appuie également sur un livret de compétences qui sont finalement la reprise des fiches informations qu'on a découvertes tout au long du jeu et que mais pas que et que je transmets en fait aux parents, ce qui leur permet d'avoir le petit guide, à la maison. Il y a également un guide d'animation pour pouvoir, aider les animateurs à prendre en main le jeu et les différents outils. Voilà, je vous présente le plateau de jeu tel qu'il est, alors là, je vais vous présenter l'évaluation du programme qu'on a fait, au niveau de la NF1. Je suis actuellement en fait, je suis à 9 programmes animés.
comportant donc un BEP en distanciel, 2 ateliers pour les enfants et un atelier pour les parents. Il est évident que l'atelier pour les parents se fait la même après-midi. En fait, je demande aux enfants de venir l'après-midi de 2 heures à 5 heures, et je prends, pendant que les enfants goûtent et que le co-animateur s'occupe des enfants, moi je prends les parents pour leur faire un atelier, leur montrer les différents outils sur lesquels on a travaillé. Les enfants que j'ai pris en charge sur la NF1, avaient une moyenne d'âge de 11 ans, de 8 à 15 ans. Le nombre d'enfants, c'était 32 enfants, 13 filles et 19 garçons. La moyenne d'âge, oui, tiens, je ne l'ai pas fait, d'accord, je l'ai déjà dit. Le nombre des parents, c'était 34 et c'est un retour sur 1 an et demi de pratique dans le service, le service de référence de la neurofibromatose Rhône-Alpes-Auvergne. Je vous laisse regarder l'évaluation du programme par les enfants eux-mêmes. Voilà, je vous ai mis un petit verbatim un petit relevé des remarques qu'ils avaient faites, où à la fin je leur demandais de m'écrire un peu ce qu'ils en pensaient. Cela peut m'aider à me faire des copains. C'est pas facile de faire face aux comportements méchants. J'ai tout aimé. Cela va m'aider à prendre la parole en groupe. Cela va me mettre en confiance entre les autres et moi. J'ai appris des choses utiles. Cela va m'aider tous les jours. C'était très drôle. Je sais que je ne suis plus seule dans la maladie. Ça, c'est aussi un élément important. Autre élément que je ne vous ai pas dit, on peut tout à fait mixer les pathologies et au contraire, c'est assez intéressant parce que du coup, les enfants font l'expérience de leur propre curiosité à l'égard d'autres personnes qui ont une différence visible et ils se rendent compte que la curiosité naturelle, on y est tous soumis finalement et donc c'est pour ça qu'on doit apprendre à la guider avec bienveillance. Voilà. Alors, vous voyez, là, ce sont l'évaluation des 5 portes, enfin des 5 notions qu'on a travaillées au cours des portes, au travers des portes et on s'aperçoit que le rouge de non acquis est très présent, lors du BEP. À la fin du programme, on se rend compte que, eh bien, en fait, le vert l'emporte, maîtrisé, augmente énormément. En revanche, on s'aperçoit que sur la dernière porte, qui est la mise en pratique des stratégies, là, c'est l'évaluation juste après le programme. Il est tout à fait logique que ça ne soit pas encore maîtrisé. Au début, c'était pas du tout acquis. On s'aperçoit que c'est en train d'évoluer, en cours d'acquisition acquis, maîtrisé, pour cette 5e porte pour les stratégies d'adaptation face à chaque type de curiosité. C'est assez logique parce que ces stratégies demandent de l'entraînement. Il faut être tout à fait lucide, c'est pas évident à mettre en œuvre et c'est par l'entraînement et le soutien des parents que ça se met en place progressivement et voilà. Alors j'ai pas encore les résultats à 1 an, mais ça va venir puisque je commence les évaluations à 1 an maintenant. Au niveau des parents, c'est pareil, on a eu des retours très positifs, très bonne idée ces ateliers, bien aimé les conseils pour réagir face aux difficultés des enfants, support théorique est en lien avec les enfants, j'aime les outils pour armer les enfants, à refaire, c'est clair et plus cadré, support ludique, atelier indispensable pour les enfants et pour nous, bien aimé la façon de désamorcer un regard malveillant, j'aime les mises en situation et comment faire face, le bilan d'avant-atelier est important et met en confiance. Il est fondamental ce BEP parce qu'il permet justement de connaître l'enfant et également de construire son atelier de façon la plus adaptée possible. Voilà. L'atelier action, donc on propose avec la filière une formation sur 2 jours durant lesquels l'objectif ce sera de vivre vous-même l'escape game et de franchir les 5 portes pour que vous vous rendiez compte vraiment comment manipuler ces outils, comment ça s'anime et voir qu'en effet il est facile et ludique et également flexible. Voilà la présentation de cet atelier. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci beaucoup, Béatrice.
Alors, on a déjà une question dans le chat et puis j'invite tous ceux qui en ont à les inscrire. On les posera à Béatrice. Une question de Sandrine Dogy de l'association Génération 22 qui demande si le bilan peut être fait à distance. Alors oui, j'ai pas précisé, je fais le bilan en distanciel. Parce que, bah, en effet, dans la problématique des maladies rares, c'est justement, c'est compliqué de faire déplacer les parents. C'est pour ça que le faire sur une après-midi, le mieux, c'est de le faire sur 2 après-midi pour que les enfants aient le temps d'assimiler les notions et de revenir la semaine d'après et qu'on puisse passer justement à cette fameuse porte 5 sereinement. C'est assez intéressant, mais il faut limiter les déplacements. Et en fait, en visio, ça se passe très bien avec les enfants, c'est un bon contact, ça me permet de les connaître. Je fais aussi un BEP des parents, parce que c'est important de savoir quelles sont leurs attentes, leurs difficultés sur ce sujet. Et puis, le fait qu'on se connaisse avant, ça change tout dans l'amorçage de l'atelier. Alors évidemment, on commence toujours l'atelier par un petit jeu qui n'a pas de lien, mais pour créer un lien entre les enfants et apprendre les prénoms. Voilà, mais ça, c'est une animation classique en ETP. Et est-ce que le bilan après les ateliers, 3 mois par exemple après, peut être fait à distance également? Alors, le bilan, non. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un bilan tout de suite à la fin de l'atelier. Alors, on fait un premier bilan à la fin des 3 premières portes et après, on fait un bilan à la fin, non, des 2 premières portes et on fait un bilan après la 5e porte tout de suite après. Et on fait un bilan à 1 an pour voir un petit peu. Ça nous permet de revoir les enfants. Ce bilan, pour le moment, je le fais en distanciel. Idéalement, il faudrait le faire en présentiel, mais c'est souvent compliqué. Si on arrive à le, à le jongler avec une consultation, c'est encore mieux. Et là, on refait un point pour voir si les stratégies ont servi, s'ils ont eu des soucis, comment ça se passe. Donc voilà, donc ça c'est le bilan à 1 an et qu'on commence à lancer parce qu'on a été en fait assez sollicité par tous ceux qui voulaient participer à l'atelier au niveau des enfants. Voilà. Béatrice, est-ce que vous associez cet atelier à une consultation médicale? Ou est-ce que c'est adossé aux consultations peut-être? Alors, on a essayé, mais c'est assez compliqué en fait, finalement. C'était l'objectif qu'on a voulu mettre en place et pour justement, alors c'est quelque chose qui pourrait, enfin, qu'on essaye, ce qu'on propose aux parents. Quand je propose l'atelier, souvent je le propose plusieurs mois avant, et c'est de leur dire, eh ben, on essaye de. Alors, on est obligé de prendre un mercredi parce que l'objectif, c'est pas de leur faire perdre. Donc, c'est aussi dépendant des jours de consultation des praticiens, enfin des médecins. Donc, c'est pas toujours facile de combiner tous les agendas, mais si c'est possible, bien sûr, on le fait, on l'a déjà fait. Voilà. Ils viennent en consultation le matin et l'après-midi, ils viennent en atelier. Ça fait qu'un seul déplacement et voilà. Alors, une autre question, est-ce que cet atelier est validé par l'ARS dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique du patient ou est-ce que c'est possible de l'organiser hors programme? Alors, il est validé à Lyon sur la NF1. Je pense qu'il est validé également sur le service d'Isabelle James, qui, je pense aussi, ça fait également partie d'un programme d'éducation thérapeutique. Alors pour la NF1, c'est ce programme-là. En revanche, je crois que pour Isabelle James, c'est un volet supplémentaire dans un autre programme sur les fentes nasofaciales, je crois, d'après ce que j'ai. Exactement. Et, euh, et donc, en fait, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ça peut être un programme d'habileté sociale si on maîtrise et qu'on est capable de l'animer, mais ça peut également s'inscrire comme un volet pour un programme d'éducation thérapeutique. Voilà. Et est-ce que ça peut être fait en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique validé, enfin, déclaré à Alors, une ARS? ah bah oui, puisque moi je l'anime également au sein des associations de malades quand elles font des journées. Je viens animer, enfin, je l'ai fait plusieurs fois, animer des programmes, bien sûr, bien sûr. Alors c'est pas tout à fait, c'est plus rigoureux de le faire au sein d'un programme de TP. Euh, Au niveau des associations de malades, quand je vais animer le programme, malheureusement il y a la dimension BEP qui est pas là et enfin,
Enfin, moi, je préfère le faire plus dans un cadre bien construit, avec le BEP parce qu'il est vraiment essentiel. Et il est beaucoup plus intéressant, puisque là, on va vraiment adapter le programme en fonction du public qu'on a et des enfants qui vont venir. Donc ça, c'est important. Mais ça peut être c'est aussi ce qu'on appelle en thérapie comportementale et cognitive des habiletés sociales, un programme d'habileté sociale, c'est ce qu'on fait dans l'anxiété sociale. On leur propose des programmes d'habileté sociale. Et là, on est exactement dans le même cadre. C'est vraiment, voilà, c'est ça. Alors, je vais me permettre de rajouter une question. Faut-il être formé à l'ETP pour animer ces ateliers? Alors, C'est euh, obligatoire, c'est mieux? je pense que c'est mieux parce que c'est vraiment, on est vraiment, je trouve, la formation ETP nous permet de bien maîtriser un peu tous les outils d'animation, de savoir animer, voilà, de faire le bilan correctement. Donc je pense que oui, ça me paraît important quand même d'être formé à l'ETP. Je pense que il faut quand même avoir un certain nombre de bases. Si bien sûr on est psychologue ou là, à mon avis, il n'y a pas de problème pour animer, mais les autres professionnels, aussi bien professionnels de santé qu'associations, je pense qu'il est nécessaire d'avoir eu la formation ETP. Ça s'inscrit complètement, c'est complètement cohérent en fait. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Myriam. Je vous renvoie aussi la Ça semble, question. ça semble cohérent, effectivement. Question, alors je précise que ça vient d'une Oui. association, l'association des Fentes. Est-ce que la formation nous permettrait, donc à l'association, je suppose, de développer ce programme sur nos territoires? Ben, moi, je trouve que il est quand même, à partir du moment où on a été formé à l'ETP, qu'on est des personnes voilà, responsables, il est quand même relativement cadré et cadrant. On ne prend pas vraiment de risques à l'animer. Mais en effet, il faut respecter, il faut avoir été formé à l'animation de ce programme et il faut avoir été formé à l'ETP. Mais l'objectif, c'est bien sûr que sur les territoires, on puisse au maximum voilà, pouvoir le proposer. Ces stratégies, il faut qu'elles atteignent un maximum de personnes concernées, je pense. Le nombre de personnes concernées par une différence visible qui m'ont dit que le jour où elles avaient découvert ces stratégies, ça avait changé leur vie. Euh, voilà, moi, je n'ai pas passé 10 ans de ma vie aussi acharnée sur ces stratégies si j'y croyais pas, quoi. Donc, je pense que oui, mais pas n'importe comment, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit cadré et on ne fait pas n'importe quoi, quand même. Donc, je vais me permettre de rappeler, parce que tout le monde n'était peut-être pas arrivé au début, l'objectif, ce n'est pas que vous alliez faire vous-même des formations dans toute la France, mais de former les personnes et de leur mettre à disposition les outils pour qu'ils puissent mettre en place ces ateliers eux-mêmes. C'est bien ça. Au niveau de la question suivante, alors je vais peut-être y répondre en partie, puis vous laisser compléter, Béatrice. Est-ce que la formation nous... pardon, ça c'est déjà fait. Quelles sont les conditions pour participer à la formation de la part d'une psychologue du Centre de référence horaire de Strasbourg? Alors, la filière se propose d'organiser des sessions de formation qu'elle financera, comme on le fait déjà pour les formations à l'ETP. Ces formations, donc en accord avec Béatrice, seront ouvertes, enfin en tout cas celles organisées par la filière, seront ouvertes aux professionnels des centres de la filière et aux représentants des associations de la filière. Euh, donc pour lequel on le financera. Donc on va faire tourner une petite enquête auprès des centres et des associations de la filière, un petit sondage pour savoir qui souhaiterait s'y inscrire. Béatrice nous a demandé aussi d'y préciser par quelle tranche d'âge, a priori, vous seriez plutôt concerné pour faire éventuellement des formations plus homogènes selon les tranches d'âge. Et puis, ben, on mettra en place progressivement, en fonction des disponibilités de Béatrice, des vôtres, ces sessions de formation. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les conditions pour participer à la formation, Béatrice? Non, moi, ça me paraît bien. Je pense que je pense que c'est important que la filière soit justement, que ce soit elle un peu c'est elle qui nous permet justement d'étendre ces programmes.
Voilà, c'est quelque chose qui me paraît cohérent et qui permet d'être certain que les programmes seront diffusés dans des bonnes conditions et pas n'importe comment. Voilà. Donc, ça permettra aux professionnels et aux représentants associatifs d'être formés, mais également la filière leur mettra à disposition les outils, en fait, Ouais. c'est ça, aux personnes formées. Donc, c'est inclus dans le coût de la formation qui, de toute façon, sera financé par la filière. Donc, d'avoir aussi les outils clés en main un petit peu à disposition pour que vous puissiez vous les approprier encore un peu plus et mettre en place ces ateliers. On a une question, comment vous recrutez les familles? Alors, alors nous, euh, au niveau de la NF1, c'est souvent, je co-anime ces ateliers avec la psychologue du service qui voit souvent les enfants parce qu'il y a beaucoup de bilans neuropsychologiques qu'elle réalise. Et puis également les médecins, les praticiens qui, au cours de leur consultation, peuvent constater qu'en effet, ce serait peut-être intéressant que la famille, enfin, que l'enfant soit justement initié à ces stratégies. Voilà comment se fait le recrutement. Chez Isabelle, c'était à peu près le même procédé, sauf qu'il n'y avait pas de psychologue, et c'était Isabelle et sa secrétaire qui connaît très très bien ces familles et qui les proposait. Bien sûr, c'est toujours à la disposition des familles, enfin, on ne leur impose pas, et voilà comment se faisait le recrutement. Après, quand j'interviens dans les associations de malades, là, c'est les responsables d'associations de malades qui proposent l'atelier aux familles et qui les inscrivent ou pas, qui inscrivent un certain nombre d'enfants. Voilà. Ok, donc là, vous avez répondu en même temps à une autre de mes questions qui était de savoir est-ce qu'il y a absolument besoin qu'un psychologue anime ou co-anime l'atelier? Donc pas forcément si ce Non, sont des professionnels qui connaissent bien. Par non, contre, je pense qu'il faut. Ouais, pardon. c'est peut-être préférable qu'il y ait quand même un professionnel de santé, au moins en co-animation de l'atelier. Je pense que en effet, c'est ce qui était proposé dans les ETP. Je pense que quelqu'un qui est formé à l'ETP et qui connaît aussi bien la pathologie et qui est professionnel de santé, je pense que le binôme association et professionnel est vraiment intéressant. Voilà. Ok, alors question suivante. Comment gérez-vous la différence d'âge au niveau des ateliers? Si vous aviez le choix, préféreriez-vous faire des ateliers différents avec une tranche d'âge plus restreinte? Ou est-ce que cela a au contraire un intérêt de mixer les âges et les expériences? Alors, non, il faut faire très attention aux âges, c'est vraiment très important. Euh, il est quand même beaucoup plus confortable d'avoir des enfants qui ont globalement, par exemple, je fais des ateliers avec les 10, 11 ans, les 8, 9 ans, voilà, 9, 10 ans. euh, voilà. Si là, par exemple, samedi dernier, je me suis retrouvée avec des enfants de 11 à 20 ans. J'étais un petit peu inquiète, donc j'ai procédé différemment, mais ça demande une adaptation. C'est quand même alors, bon, au niveau de l'adolescence, je pense que c'est en effet les 15-20 ans, ça fonctionne. Avant, il faut faire attention. Et je pense qu'il est préférable d'être par tranche d'âge, déjà parce qu'on ne va pas animer de la même façon, on ne va pas leur parler de la même façon. Si vous commencez à parler comme vous parlez aux 9-10 ans, aux 15-20 ans, c'est sûr que vous les avez perdus dès la première minute. Et là, c'est terminé, quoi. Donc, ça ne passera pas du tout. Donc, je pense qu'il faut avoir vraiment des classes d'âge homogènes. C'est important. Voilà. Après, on a fait l'expérience avec Myriam ce week-end. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai responsabilisé les plus grands sur la transmission sur l'animation de l'atelier et j'ai fonctionné avec des capitaines d'équipe et ça a très très bien fonctionné. Au contraire, même là, ça a été assez intéressant. En revanche, la mixité des pathologies peut être intéressante. C'est ce que j'avais expérimenté à Necker quand il m'avait demandé d'animer l'atelier. J'ai animé 2, 3 ateliers où là, il y avait une mixité. J'avais aussi bien des enfants qui souffraient d'ichtyose que des enfants qui souffraient d'albinisme, que des enfants des enfants de la Lune.
Et là, ça va vraiment, ou d'épidermolyse bulleuse. Et là, c'était assez intéressant de les voir s'adapter et justement être surpris de voir qu'il y avait d'autres pathologies que la leur. Un autre point aussi important et intéressant dans ces ateliers, c'est le fait que bah, les enfants rencontrent d'autres enfants concernés par leur même problématique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est aussi une demande des parents, souvent, Alors, une petite question. L'atelier, donc avec les 5 portes, dure 2 heures pour un groupe. C'est bien ça? à peu près, ouais. 1 heure et demie, 2 heures. Ok. Alors, question de Pascal Gavel, je vous la lis. Béatrice, lorsque nous avons monté le programme échange de regards ensemble et que nous proposons depuis plusieurs années au sein du CRMR MAFAS à Necker, nous avions préconisé qu'un psychologue ou psychothérapeute fasse partie des animateurs car ce sont des sujets éminemment sensibles. Conseilles-tu toujours cette précaution? Eh bien, je trouve que non, parce que, en fait, dans l'atelier, j'utilise un petit personnage transitionnel, ce qui fait que l'atelier n'est pas un atelier thérapeutique finalement. C'est un, enfin, je m'entends. C'est un atelier plutôt où on leur transmet des stratégies, on leur enseigne des stratégies. Alors, bien sûr, au cours de l'atelier, ils vont vous évoquer telle situation ou ça va leur rappeler telle situation. Mais en fait, moi, je trouve que d'abord, j'ai jamais eu de problème euh, gestion émotionnelle vraiment importante parce que justement on protège l'enfant parce que on va lui faire vivre une aventure où il va aider un petit personnage transitionnel qui n'a rien à voir avec lui à vivre, à s'adapter à la curiosité des hommes. Voilà. Et ça change tout. C'était un des problèmes que j'avais, qui m'avait beaucoup gêné dans le programme échange de regards, où je trouvais qu'il y avait moi j'ai vu des réactivations traumatiques, de mémoire traumatique, justement sur ce. Or là, avec le petit personnage transitionnel, ça se passe très bien. Même les jeux de rôle, ils vont pas jouer leur rôle à eux, ils vont jouer le rôle du petit personnage transitionnel qui va avoir affaire à tel type de curiosité. Et ça permet de faire ce pas de côté qui sécurise. Voilà. Donc, Merci beaucoup, je pense Béatrice. que pour dire, je pense qu'en effet, il ne faut pas que ce soit animé par le premier venu au coin de la rue, mais des gens qui ont été formés à l'ETP sont tout à fait capables de l'animer sans prendre de risques majeurs, à mon avis. Voilà. Après, il faut que ce soit, voilà, ils sont formés à l'ETP, donc ils savent ce qu'ils font et ils ont été formés au programme et justement à un petit peu tous ces éléments. J'espère que ça répond à ta question, Pascal. Alors, question suivante. Peut-on se procurer le livret de compétences? Alors, le livret de compétences, bah, il sera, je le mettrai en vente. Pour le moment, il va passer au travers de l'atelier, voilà, par la filière, pour le moment. Donc, les personnes qui seront formées, qui suivront cette formation, financée par la filière, seront formées et auront le livret de compétences et les autres outils à disposition. Ouais, voilà. Est-ce que ce programme pourrait être étendu à un handicap plus invisible, entre guillemets, comme une inintelligibilité, par exemple? Alors, il y a quand même, je pense, une petite. Je pense qu'il faut faire attention aussi. Il faut adapter le programme qu'on utilise en fonction. Si on a affaire à des enfants qui souffrent malheureusement de déficience un petit peu intellectuelle, il faut adapter le programme. Voilà. Euh, Parce qu'il faut quand même que les enfants comprennent un peu les stratégies et tout ce qui s'y passe. Je ne Mais sais pas si je réponds à la par contre, question. s'il y a des difficultés d'élocution sans déficit intellectuel, et que c'est ça qui peut poser problème, par exemple, vis-à-vis du Alors, il regard. y a, non, je pense que là, il y a, si c'est des difficultés d'élocution, non, ça, c'est pas un souci parce que on va adapter les outils en fonction, et puis ils vont apprendre les outils et donc ils vont les maîtriser, quoi. Voilà. Donc ça va un petit peu plus loin que la différence visible, ça peut être de la différence audible, enfin tout différence Toute de, différence, en fait. En qui fait, entraîne une anxiété sociale. quand vous faites actuellement, enfin, quand vous faites le programme,
les parents, à la fin, vous disent, mais en fait, ça fonctionne pour beaucoup de problématiques. On va leur apprendre le langage corporel, on va leur apprendre la stature, on va leur apprendre un certain, enfin voilà, la gestion des émotions, on va leur apprendre. Et en effet, quand ils sont confrontés à une curiosité ou une insulte, on va leur apprendre les techniques qui existent pour pouvoir voilà, répondre voilà. Donc, c'est également adapté. Et, euh, et votre expérience, Béatrice, avec des enfants qui ont un TDAH, c'est compliqué, l'atelier, ou ça passe Alors, nickel? eh ben, ça tombe bien que vous me posiez la question parce que c'est justement un des soucis avec la NF1. On sait que beaucoup d'enfants souffrent également de TDAH dans la NF1, enfin, la neurofibromatose. Et en fait, l'atelier est conçu de telle sorte que, non, moi, j'ai jamais eu de problème. Ils ont jamais sauté partout parce qu'en fait, les activités s'enchaînent très vite et on change rapidement d'activité. Moi, sur les 2 heures, j'arrive à tenir des ateliers avec des enfants qui pourtant, au niveau scolaire, ont du mal, beaucoup de mal, de difficultés à se concentrer. Et sur l'atelier, bah non, voilà, il y a un moment on bouge, il y a un moment, voilà, on fait plein de choses et en fait, le rythme est suffisamment soutenu pour qu'ils s'embêtent pas. Donc, il va bien pour les hyperactifs. Alors, Oui, au contraire. une question d'Anne-Sophie Lefeuve de l'association Syndrome de Cloves. Alors, combien d'enfants par atelier et durée des ateliers? Elle s'excuse, elle a raté le début du webinaire. Alors, je sais même pas si je l'ai précisé. C'est vrai que. Alors, j'ai précisé si. Moi, je pense que idéalement, quand je le fais dans un cadre hospitalier, 4 enfants, ça me paraît bien. Quand je le fais au niveau des associations, j'arrive à monter jusqu'à 8. Mais il faut toujours qu'on soit quand même deux à animer. C'est important d'être deux. Seul, ça ne peut s'envisager qu'avec des ados et des jeunes adultes, hein. Mais pour les plus jeunes, il faut être deux. Ça, c'est évident. Ouais. Alors, du coup, vous avez aussi répondu à la question suivante qui était, est-il possible de faire l'atelier avec un seul animateur? Donc, plutôt déconseillé. C'est un peu sportif, hein. Un seul animateur, non, il faut être deux. Mais de toute façon, dans les ateliers ETP, on est deux. En général, il y a un animateur, un co-animateur. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant le binôme professionnel et association. Voilà. Chacun, voilà. Alors, la question suivante, du coup, je vais y répondre. Comment pouvons-nous suivre la formation de 2 jours? Donc, la filière va vous envoyer à tous les centres et associations de la filière, pas seulement ceux qui sont inscrits au webinaire, un petit sondage, pour que les personnes intéressées puissent s'inscrire, savoir leurs préférences au niveau de la formation. Et on va organiser les formations. Et donc, Claire reviendra vers vous avec des précisions à ce niveau-là. Est-ce qu'il existe une déclinaison de l'atelier pour des plus jeunes, 4-5 ans? Alors, 4-5 ans, en fait, il y a des parties. Ce qui est aussi intéressant dans l'atelier, c'est que vous avez 5 portes, mais vous pouvez faire une porte, 2 portes, 3 portes ou les 5 portes. On n'est pas obligé de faire toutes les portes. Et pour les 4-5 ans, alors 4 ans, ça me paraît quand même très jeune, mais on peut très bien faire l'atelier, la porte sur les émotions, on peut faire la première porte sur la diversité. Enfin, voilà, on peut adapter et on va plus ou moins loin. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est avec les extensions, on peut retirer des extensions, mettre des extensions. Si j'ai envie de travailler, si je sais que ça va être un exercice un petit peu difficile pour eux, ben je vais passer directement au domino suivant parce que voilà, j'ai des extensions qui me permettent de moduler quand même, d'avoir une certaine flexibilité. Voilà. Et donc, je rappelle, il y a des variantes, de l'escape game, enfin de Ouais, l'atelier selon les tranches d'âge. Et ouais. du coup, est-ce qu'on peut envisager, par exemple, de faire en plusieurs fois, de faire les portes une et deux, je dis n'importe quoi, une fois? Alors, pour être sincère avec vous, moi, à Lyon, je le fais en une fois parce que les parents font parfois 100 kilomètres pour faire un atelier. Mais idéalement, il faudrait en effet pouvoir le fractionner, aller jusqu'à la porte 4 qui s'enchaîne très vite et assez facilement sur une après-midi et se consacrer à la porte 5 après. Là, c'est vraiment idéal si on peut le faire.
Si on peut pas le faire, c'est pas grave. Moi, je le fais souvent en une après-midi. Voilà. Mais on sait que les enfants, le fait de répéter, c'est souvent intéressant. Donc ça leur permet, si on le fractionne en 2 ateliers, pour être sincère, le premier atelier, on va leur donner les outils, et cetera. Ils vont se familiariser et hop, l'atelier d'après, on va rentrer, sur les stratégies et les jeux de rôle, et cetera. Et là, ils sont plus, je pense qu'ils sont plus percutants quand même. Voilà, enfin, ils assimileront plus vite, plus facilement. Alors, on vous interroge sur le personnage transitionnel. Ah, A-t-il une malformation en lien avec le groupe ou pas forcément? pas du Si tout. par exemple il s'agit d'un groupe d'enfants porteurs de fente, est-ce que le personnage transitionnel peut être porteur de fente pour leur donner des clés liées à leur malformation ou bien est-ce volontaire que ce soit différent? Qu'a C'est donc le volontaire. personnage traditionnel? Le personnage transitionnel est totalement différent et il peut pas du tout être assimilé à voilà, même dans sa couleur, hem, il a fallu que je trouve une couleur qu'on retrouvait pas dans les pathologies. L'idée étant de pouvoir prendre une certaine distance. L'objectif ici, c'est de leur transmettre des stratégies, face de comprendre l'articulation de la curiosité, de comprendre comment est-ce qu'on peut répondre, mais pas de revivre leurs expériences personnelles. On n'est pas dans du thérapeutique. C'est en ça que, à Pascal, je disais que, à la différence de échange de regards, je pense que, enfin, on ne prend pas de risque. On leur transmet des stratégies, on les fait manipuler, on leur permet de le manipuler au travers de ces petits personnages qui sont en fait des petits extraterrestres, donc qui viennent même pas de notre galaxie. Et en fait, l'objectif, ça va être comment on va faire pour que ces petits extraterrestres puissent rencontrer les humains dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que vous connaissez les enfants qui peuvent aider ces petits extraterrestres? Voilà. Donc c'est justement tout l'intérêt qu'ils ne portent aucune malformation et surtout pas celle des Voilà. enfants. Oh, ouais. Alors il n'y a plus de questions dans le chat. Par contre, il y a beaucoup de remerciements. Ah, c'est gentil. Pour cette initiative, pour avoir développé cet atelier, pour le mettre à disposition, pour votre présentation. Euh, Merci. oui, Merci Myriam aussi. Merci, merci Claire et merci à toute la filière. Et puis à tous ceux qui sont présents, d'avoir, voilà, parce que j'y crois vraiment et je crois que c'est important, que ça peut changer beaucoup de choses. ben, merci beaucoup Béatrice. Il n'y a pas d'autres questions. Ben, on va être on est pile dans les temps. On va donc arrêter là. Donc on revient, je réponds en même temps. On revient vers vous très vite pour organiser ces formations avec Béatrice. Alors elles vont peut-être pas se faire les formations immédiatement tout de suite parce qu'il va falloir les organiser en fonction d'où vous venez. Enfin bref, des disponibilités de Béatrice, etc. Mais ça va se faire assez rapidement quand même. Merci Béatrice. Merci à Merci. tous. Merci à tous.